Bienvenue tout le monde. Conférencière de ce soir va être Madame Natacha Kondo. Le titre, ça va être Dérives sectaires et endoctrinement. Alors, je présente la conférencière de ce soir, Natacha Kondo. Elle est agente de planification, de programmation et de recherche à la santé publique. Elle est diplômée en psychoéducation de l'Université de Montréal en 1996 avec Serge Larrivé. Elle est très proche de Serge Larrivé, de qui on a publié plusieurs articles et qui a été nos conférenciers aussi par le passé. Elle a œuvré dans les services de santé et services sociaux et parallèlement en pratique privée depuis le 2009. Elle est armée depuis toujours, toujours par la protection du public sous toutes ses formes. Elle a été chargée de différents dossiers à la direction de la santé publique depuis 12 ans. Elle a été conférencière pour nous le 13 mars dernier sur la loi de l'attraction, Il n'y a pas de secret. Fait qu'elle avait écrit il y a plusieurs années un livre qui enquêtait sur le secret. Puis le secret, ça c'est, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est l'idée que si on y pense fort, 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 si on le veut fort, 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 l'univers va se plier à notre volonté et ce qu'on veut va nous arriver parce qu'on le veut fort, 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 fort. Alors, elle a tout déboulonné ça dans sa conférence du 13 mars 2024. Elle est aussi auteure d'un roman. Puis, en couverture, justement, j'avais mis cette petite photo, si on veut, les inconnus, les sectes. Je voulais juste en parler d'une slide ici. C'est une espèce de vidéo humoristique sur une secte. C'est le culte à la déesse Rishnu. OK, on peut penser à Vishnu, là, c'est vraiment juste sur les mots. Et le gourou de la secte, le grand gourou Skippy. Fait que pour ceux qui s'en rappellent pas, on avait le kangourou Skippy quand on était jeune, une émission pour les enfants puis ben, un peu pour la famille, là. Fait qu'il y a certaines perles aussi dans ce petit vidéo-là. Fait que je trouve que je voulais en parler un petit peu, là. Une que j'aime beaucoup, c'est la première, c'est tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy, le grand gourou, est là pour nous ôter tous nos soucis. Alors, puis un autre des membres de la secte, à un moment donné, dit, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Bon, si vous comprenez rien, ben, c'est le genre de discours qu'on retrouve dans plusieurs sectes ou religions, des fois avec des mélanges de mots qui ne veulent pas dire grand-chose, mais que les gens voient comme étant intéressants. Euh, une autre chose aussi qu'il dit à un moment donné, là, qu'il dit un des adeptes, il dit, il n'y a pas un Ancien Testament ni un Nouveau Testament, fait que c'est beaucoup plus simple que ça. Il dit, chacun fait son propre testament en présence de Skippy. Alors là-dessus, je laisse la parole à Natacha Kondo. Donc, les dérives sectaires et l'endoctrinement, aiguiser notre vigilance, pour ceux qui ont vu celle que j'ai donnée en mars, c'est sûr que moi, étant une aidante, euh, mon intérêt là-dedans est beaucoup la protection du public et l'aide aussi aux victimes. Donc, c'est sûr que c'est plus mon angle et c'est ça que je vais un petit peu plus loin là, quand j'aborde ces sujets-là. Donc, ce soir ensemble, quelques définitions, quelques statistiques, un peu l'état de situation au Québec. C'est quoi le cadre légal par rapport à ces choses-là? Les sectes et leur fonctionnement, les dérives sectaires, le dépistage, dans le fond, en quoi est-ce qu'on les reconnaît? Et bien sûr, comment aider et où trouver l'information. Vous allez voir que moi, je parle pas à toutes les diapos, mais je vous les laisse parce que vous pouvez les lire. Moi, je vais plus jaser, mais il y a des choses que je vous mets parce que je trouve ça intéressant comme cette petite citation de Voltaire. Donc, le recensement au Canada, là, j'ai pu aller là, vraiment avec les derniers chiffres qui étaient disponibles en 2000 pour 2021. Euh, donc, le premier groupe religieux, c'est ça qu'on parlait tantôt, Michel, qui ressortait. Donc, environ 11 000 personnes qui représentent comme le tiers de la population qui se disait catholique. Puis plus d'un Canadien sur trois qui a déclaré lors du recensement de 2021 n'avoir aucune religion. Alors ça, on voit qu'il y a quand même une augmentation. Euh, Fait que ça, c'est quelque chose. Puis il y a des choses aussi qui changent puis qui se modifient dans les dernières décennies aussi. Euh, une minute.
Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'on parlait tantôt. Donc, 70% des Québécois déclarent avoir une affiliation religieuse, mais 40% de ces 70%-là disent que c'est pas important dans leur vie. Ça, c'est le double du reste du Canada. Tu sais, dans le reste du Canada, c'est comme un 20%. Nous, c'est 40% des gens avec affiliation religieuse qui disent que ça n'a aucune importance dans leur vie. Donc ça, c'est intéressant, c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est plus un catholicisme culturel là, au Québec. Les deux tiers des Canadiens qui affirment ne pas avoir assisté à une cérémonie religieuse dans les 3 derniers mois, ça grimpe à 74% chez les Québécois. Fait que on voit que c'est pas, ça prend pas beaucoup de place dans la vie puis dans le quotidien. Ça, c'est les statistiques 2022-2023 d'InfoSect. Dans le fond, les demandes qu'ils ont reçues, ça concernait quel sujet? Qu'est-ce qui est intéressant? Je vais vous inviter, vous allez voir à la fin, parce que j'ai envoyé à Michel, là, vous allez avoir accès au PowerPoint. À la fin, j'ai mis des liens pour des sites puis des références. C'est intéressant d'aller voir InfoSec, leur rapport annuel, parce qu'on voit à travers les décennies des choses qui étaient très présentes qui le sont pratiquement plus du tout, ou des choses en émergence comme tu sais, il y a 20 ans, théorie du complot, bof. Tandis que là, c'est presque 10%, là, tu sais. Fait que, puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment, qui s'est exacerbé, là, avec, évidemment, la pandémie, de COVID, là, et les réseaux sociaux comme, agents propulsants. Donc, oui, c'est ça. Puis il y a des choses aussi les gens vont dire, mon Dieu, que c'est ça l'écologie ou le yoga ou les influenceurs. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est par où vont rentrer, dans le fond, ces préoccupations-là. Parce que des fois, ça va être ciblé sur des choses, puis je vais en parler tantôt avec les dérives sectaires. C'est des choses qui laissent pas douter d'un caractère qui pourrait être sectaire, mais c'est plus les gens vont dire, ben là, c'est des valeurs que moi j'ai, puis ils ont les mêmes valeurs que moi, fait qu'ils vont se faire attirer, puis tranquillement embrigader dans un groupe sans voir le caractère sectaire, parce que pour eux, ça va répondre là, à des valeurs ou à des choses, des philosophies, comme dans le yoga, où ils ont ce que c'est important pour eux. Les médecines alternatives, c'est intéressant parce que en France, ils tolèrent pas ça, hein, des termes comme ça. La médecine, c'est la médecine, là. Faut qu'ils disent, par exemple, des soins de bien-être. OK? Les gens qui font de la naturopathie ou ces choses-là, ils n'ont pas le droit d'utiliser le terme médecine. Nous, on veut une médecine alternative. C'est comme s'il y avait le choix entre plusieurs médecines. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être à travailler dans nos règles puis dans notre cadre, là. Euh, fait que je vais pas me mettre à vous lire les diapos là, parce que je trouve ça ennuyant. Je vous ai sorti au niveau du cadre légal. Bon, on a la loi sur la liberté de culte au Québec. Il y a beaucoup de liberté au Québec puis au Canada pour les sectes puis les religions. Malheureusement, contrairement à l'Europe, c'est beaucoup moins encadré parce que prime beaucoup la liberté. Donc, on a la loi sur la liberté de culte et au Canada, ben, bien sûr, on a la Charte des droits et libertés avec un des droits fondamentaux qui est garanti, c'est la liberté de religion et de croyance. Donc, c'est sûr que j'aime la petite fin quand même qui dit néanmoins, on s'assure également que l'autre a le droit d'exprimer sa foi en public, fait que tout le monde a le droit d'exprimer sa foi. Mais ça reste que c'est très difficile quand on a ce genre de, de cadre-là au niveau légal, de venir puis de ressortir des choses qui vont mettre en danger les gens ou de remettre des choses en question quand ces libertés-là individuelles sont comme un petit peu intouchables. Donc, voilà. À l'international, le Canada est carrément vu comme une terre d'accueil pour les sectes. Euh, je vais en parler tantôt. En France, il y a la Miviludes. Probablement vous connaissez ça, les sceptiques. La Miviludes, qui est euh, le ministère.
la mission interministérielle de lutte et de vigilance sur les dérives sectaires, là, OK, contre les dérives sectaires, excusez. Donc, ça fait l'acronyme MIVLUD. Eux autres, ils ont vraiment quelque chose qui est raccroché carrément au ministère pour la surveillance des sectes. Comme je vous dis, je vais en reparler tantôt. Puis pour eux, il y a plusieurs mouvements sectaires qui sont sous surveillance et quand ils se sentent coincés au niveau légal ou même criminel, ils vont immigrer chez nous parce qu'ils vont être accueillis, exemptés de taxes, subventionnés au lieu d'être poursuivis. Fait que c'est ça. Il y avait comme Raël à l'époque là, qui était venu s'établir au Québec, entre autres, là. Donc, on peut légiférer sur le religieux, on ne peut légiférer sur le religieux ou la croyance avec un cadre légal comme ça. Donc, s'il y a des actions à prendre, il faut vraiment les prendre au niveau de comportement, d'action sur les personnes euh, si on veut les poursuivre. Donc, les thèmes de poursuite, que ce soit pour les sectes ou les groupes à caractère sectaire, ça va être escroquerie, donc au niveau financier, non-assistance à personne en danger, exercice légal de la médecine, maltraitance d'enfants, abus de confiance, leurre, agression, abus sexuels, etc. Donc, il faut vraiment y aller avec euh, des thèmes de poursuite qui sont reconnus dans notre cadre légal, pas dans la globalité, puis pas par rapport à la croyance comme telle. Donc, là, j'ai juste mis des petites définitions de la rousse là, pour qu'on parle de la même affaire, là, mais donc la secte, c'est large, c'est vieux, hein, c'est vieux comme thème. On en a eu beaucoup dans nos histoires ici aussi. Donc, un ensemble de personnes qui professent la même doctrine. Donc, ça peut être basé sur la religion, hein. On a comme des tentacules sectaires qui sortent de plusieurs religions. Euh, ou ça peut carrément être une thématique plus philosophique ou tout ça. Et des grands courants aussi comme le New Age. Donc des groupements religieux clos sur lui-même, souvent en opposition à des idées puis à des pratiques religieuses dominantes. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez caractéristique. Donc, ça, c'est pour les sectes comme telles. Moi, je vais plus parler des dérives sectaires parce que c'est comme si ça passe encore plus sous le radar, hein, parce que la secte, on voit quand même les gens se font embrigader, ils se font voler, façon de parler. euh, escroquer puis tout ça. Donc, puis les familles essayent de chercher de l'aide. C'est quand même gros. On arrive à comme identifier ça. Les dérives sectaires, c'est beaucoup plus pernicieux parce que c'est quelque chose qui va... ça va partir avec un petit cours de développement personnel. Je vais en donner un exemple tantôt. Donc, bon, il y a personne qui est contre ça. Donc, les gens vont s'inscrire là-dedans et tranquillement, ils vont glisser sans s'en rendre compte. Euh, Puis on va arriver à un petit peu, comme dans le cas d'une secte, à une assujetion psychologique ou physique. La personne perd son libre arbitre et s'entraîne des conséquences. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait démontré avec le livre Le Secret où là, on était allé une coche de plus. C'était pas juste, c'est pas une secte, c'était même pas, c'est pas un regroupement ou même pas une personne, c'est un livre et qui induisait absolument les mêmes choses. Et la personne qui pratiquait et adhérait, là, devenait un petit peu pris dans un cycle où il y avait des répercussions et là, ça pouvait devenir envahissant. Donc, on voit que ça peut prendre plusieurs formes. Euh, donc, c'est ça. Autrefois, c'était plus des groupes religieux, les sectes. Aujourd'hui, c'est plus dans la recherche de puissance, leur méthode de manipulation des adeptes aussi. Euh, Puis, ça ne sera pas reconnu par le caractère spirituel. Si, j'ai un exemple aussi intéressant parce que quand on parle de dérives sectaires avec, par exemple, financier, est-ce qu'il y en a qui connaissent Amway? À l'époque, ça s'appelait Amway. Maintenant, ça s'appelle Quickstar.
Fait que Quickstar, eux autres, ils utilisent des méthodes comme ça. Donc, au début, ils font croire aux personnes qui vont devenir millionnaires. Après ça, ils disent, ben, c'est super facile, tu vas juste recruter des gens, puis là, eux autres vont acheter tes affaires, puis tu vas devenir millionnaire. Après ça, ils se rendent compte que c'est tant de gens par tant de temps s'ils veulent vendre tant. Puis là, ben là, ça commence. C'est achète des livres, va à des conférences, achète des heures de coaching avec un king de Quickstar. Et moi, j'ai vu des gens là, qui ont été dans ce système-là et qu'à un moment donné, ont fait, voyons donc, je suis dans une secte parce qu'il y avait des rencontres là, dans un sous-sol d'église, puis c'était quasiment des mantras là, de vente, puis tout ça, puis finalement, personne ne faisait bien de l'argent à part ceux qui étaient en haut. Tu sais, fait que quand on regardait la structure, ben ça faisait dérive sectaire. Puis l'objectif était vraiment ciblé sur de la vente, puis du financier, du marketing. Fait que les gens ne se méfient pas euh, de ces façons de fonctionner là. Au niveau des sectes, il y a eu des grands moments dans le Québec là, que les gens vont se rappeler parce que ça a été très médiatisé, là, évidemment, Moïse là, avec Rock-Thériault, l'OTS, où il y a eu tu sais, trois épisodes dans le temps, ici et en Suisse, avec des suicides collectifs et des meurtres, là, ça a été comme un cas assez sanglant. Ça, je vais revenir dessus, Melchisédek, le channeling qui a entraîné la mort de Chantal Lavigne, là, je vais revenir là-dessus parce que c'est un exemple de dérive sectaire là, en bonne et due forme. Et Lev Tahor, pour donner un exemple là, de dérive dans une religion. Donc, la, cette section-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a eu un départ en Ontario dans la nuit, hein, quand on a réussi avec la DPJ, parce que là, quand je parlais des angles là, sur lesquels on peut les poursuivre, ben là, il y avait de la maltraitance d'enfants. Les enfants n'étaient pas scolarisés, étaient battus. En tout cas, il y avait toutes sortes de choses, des abus. Donc, la DPJ s'est saisie du dossier et là, pendant la nuit, ils sont partis en Ontario. L'Ontario a refusé de les forcer de rentrer au Québec. Et le temps que les choses s'enclenchent, ils ont réussi à partir en Amérique du Sud avec les enfants. Donc, on voit que ces groupes-là sont bien organisés. Alors, c'est drôle, Chantal Lavigne, ce cas-là, après qu'on a sorti le livre en 2008, on a continué à travailler comme ça là, sur les dérives sectaires et à suivre certains cas. Et aussi, il y a des gens qui étaient rentrés beaucoup en contact avec nous sur différents thèmes. Et quand Chantal Lavigne est décédée, on avait quelqu'un en Europe qui nous avait contacté parce que sa fille était ici, elle avait coupé les ponts puis était dans ce mouvement-là. Et là, il était très inquiet parce que quelqu'un venait de décéder, tu sais, pendant un stage, là. Donc, ben, ça commence comme ça. C'est un bel exemple de dérive sectaire. Fait que, au début, c'est croissance personnelle. Donc, tu sais, tu t'inscris là parce que tu veux euh, travailler ton estime personnelle, avoir plus confiance, développer tes capacités. Puis au début, c'est comme ça. Donc, ça va. Euh, des consultations individuelles, des cours, des séminaires, ça, là, c'est très classique. Ensuite de ça, il fallait qu'elle signe un contrat de 3 ans. Fait que là, ben, elle avait tout un calendrier qui s'étalait. Donc, au début, elle s'absentait plusieurs jours, puis plusieurs semaines par mois pour des cours, pour des séminaires à l'extérieur. Euh, la coroner, suite au décès, a noté dans le dossier qu'elle était carrément morte cuite, donc en grave hyperthermie. Puis elle a reçu aucun secours là, pendant son agonie et sa mort, pendant un processus de sudation dans le cours d'un séminaire le séminaire s'appelait Mourir en conscience. C'est assez ouf.
Donc, c'est ça. Et moi, dans le fond, à cette époque-là, ben, ça fait un bout de temps, mais là, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté les balados du pharmacien d'Olivier Bernard, des Rives. Donc, le premier, c'est sur cette histoire-là. Donc, je vous invite, si vous voulez, il est vraiment très bien fait puis très documenté. C'est passionnant. Donc, il est allé très loin dans toute la recherche là, sur tout aussi ce mouvement-là de channeling, puis la personne qui est à la tête de ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller l'écouter. Donc, des cours, des séminaires, on voit qu'il y a toujours une escalade aussi dans l'investissement demandé. Donc, si la personne, elle évolue pas, c'est de sa faute. Donc, ben là, faut qu'elle, c'est pas normal. Tu sais, les autres sont capables d'aller plus loin, de faire plus, de s'élever. Donc, si elle n'y arrive pas, ben c'est parce qu'elle doit prendre plus de cours, plus de séminaires, acheter des enregistrements, avoir des séances de coaching. Fait que c'est comme ça que les gens à la tête de ces mouvements-là s'enrichissent. Euh, c'est des groupes qui devraient être suivis et surveillés quand on voit des canevas comme ça, parce que c'est à haut risque de dérive sectaire. Donc, au Québec, ni le ministère de la Santé, ni le ministère de l'Éducation des livres de permis. Donc, il n'y a aucune surveillance puis aucun contrôle qui est exercé. Donc, il devrait avoir des permis, ça devrait être étudié. Quand quelqu'un dit j'ai un programme de formation sur telle affaire, ben ça serait possible de légiférer, d'avoir dans le fond le cadre de cours, que les contenus soient étudiés, puis qu'il y ait un permis après pour vendre ces cours-là. Ça pourrait déjà assurer un certain niveau de surveillance. C'est pas le cas. Donc, bon, là, les dangers au niveau de ça, donc la santé. Alors, on a nos petites sectes guérisseuses. Ensuite de ça, au niveau de l'éducation, endoctrinement, école clandestine. Tu sais, on le voit dans des groupes sectaires, on voit de l'intrusion dans les écoles aussi, de différents mouvements. Euh, au niveau de la liberté démocratique, donc qu'est-ce qui touche le droit de la personne, l'intégrité physique, donc atteinte à l'intégrité, agression, abus sexuels, ça fait souvent partie de ces histoires-là. Alors là, bon, livres, c'est des structures ouvertes, des livres, des séminaires, des cours de croissance personnelle. Les gens ne le voient pas venir, ne sentent pas qu'ils sont en train de tomber dans quelque chose. Pour eux, c'est une découverte, ils s'en vont se développer. Tu sais, il n'y a rien qui a l'air bizarre, trop, comparativement à un groupe fermé, où c'est peut-être plus facile de voir qu'il y a quelque chose là. La manipulation est encore plus grande parce que la personne, justement, a l'impression d'être là librement puis de pouvoir quitter quand elle veut, tu sais. Ah, je m'en vais à cette conférence-là ce soir parce que ça me tente, ça va être bien, bien le fun. Fait que, tu sais, elle sent pas là, qu'elle a une pression qui est prise dans un groupe. Donc, cette liberté-là perçue rend la personne encore plus fragile. Euh, ben, si ça fonctionne pas, c'est qu'on y croit pas assez, qu'on l'applique mal, qu'on n'est pas rendu là. Avez-vous entendu ça? T'es pas rendu là. Donc, parce que les gens qui montent là, dans ces groupes-là, ben, ça, c'est les gens qui s'élèvent. Donc, ils veulent aller là, ils veulent monter, ils veulent se développer, tout ça, mais quand ils ont l'impression d'avoir une espèce de savoir que le reste de la population n'a pas. Donc, toujours des achats supplémentaires. Ça fait partie de ça. Puis même dans le secret, hein, il y avait 24 enseignants là, du secret, mais eux, il y avait chacun leurs affaires, des livres, des séminaires, des enregistrements, des conférences. Fait que tout le monde faisait son argent là-dedans. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est des courants aussi qui viennent donner du sens à tout, tu sais, aux problèmes relationnels, aux maladies, aux catastrophes. Ça, c'est très pernicieux, encore une fois, parce que les gens ont l'impression que
S'ils sont malades, c'est de leur faute. S'il arrive telle catastrophe, c'est parce que dans le fond, il y a trop de monde qui pense comme de telle façon. Euh, Fait que ça peut être anxiogène, culpabilisant. Donc, il y a quelque chose aussi, comme j'avais beaucoup développé cet aspect-là avec le secret là, qui vient travailler négativement au niveau de la santé mentale. Euh, Puis ce type d'expérience-là, ben, ça peut être un premier pas vers un cheminement qui amène vers des groupes de plus en plus sectaires, justement. Donc, c'est comme ça peut être une première escalade vers une recherche euh, de choses un petit peu plus endoctrinantes, là. Alors, les caractéristiques d'un groupe sectaire, bon, c'est un groupe attirant et mobilisateur. Donc, la façade idéologique, doctrinale est attrayante. L'adepte va être modelé progressivement par des méthodes d'embrigadement, mais va le sentir beaucoup moins qu'une secte dans le bois, là, où du jour au lendemain, tu es coupé de tout le monde, là. Ça se fait de façon beaucoup plus discrète. Donc, ça va s'insinuer dans tous les domaines de sa vie. Puis le groupe va tranquillement devenir son seul intérêt. Hein. Tranquillement, là, elle va commencer à couper les ponts, ou en tout cas, ça va se faire de façon beaucoup plus insidieuse. Rupture et clivage, donc c'est un modèle qui va être exclusif, absolu de vérité, progrès. Tu sais, c'est quelque chose, c'est ça quand je disais, là, les autres sont pas rendus là. Moi, j'ai compris des choses, on m'a donné un enseignement, pas secret, mais en tout cas spécial, c'est pas tout le monde qui est initié. Donc, tout ce qui relève pas de cette doctrine-là, ça va être suspect ou rejeté. Il va avoir tranquillement une intolérance face au monde extérieur, si je puis dire, en tout cas à ceux qui pensent pas pareil, qui sont pas là-dedans. Un sentiment de persécution quand la famille ou l'entourage va remettre en question une croyance, va dire, ben là, t'es sûr que ça marche comme ça? Donc là, la personne va vivre un sentiment de persécution, puis souvent, le groupe va l'avoir préparé à ça, tu sais. Ah, tu vas voir, ils vont te dire que ça, c'est pas vrai ou que ça, faut pas faire ça. Fait que là, quand les gens le disent, c'est comme une confirmation que, que ça va, c'est comme si c'était une prédiction. Euh, donc, le groupe va exiger cette prise de distance-là ou une rupture avec leur monde d'avant, que ce soit leur famille, conjoint, amis. Euh, Puis ça peut aller jusqu'à même envoyer l'adepte à l'étranger, là, si on prend l'exemple, par exemple, de la scientologie là, avec la Californie. Euh, Bon, une autorité indiscutée. Donc, une autre caractéristique, le leader, la plupart du temps, il s'autodésigne. Puis il va désigner ses successeurs ou ses collaborateurs, ses grands maîtres. Donc, les dirigeants, ils exigent une soumission absolue, un dévouement total, l'obéissance au gourou puis au groupe. C'est une valeur morale qui est souvent essentielle, hein, l'espèce de fidélité, là. Donc, l'adepte, tranquillement, à travers ça, va perdre son libre arbitre, là, parce qu'il faut euh, se soumettre, il faut obéir, aduler un peu. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça qui est véhiculé dans le groupe. Bon, la difficulté d'en sortir, ben là, le prestige du gourou, la pression du groupe, le modelage psychologique de l'adepte aussi, puis toutes les ruptures avec son monde qui s'est passé. Il y a eu les pertes financières, des fois la perte du travail, le temps investi aussi, là. Hey, j'ai mis, je sais pas, moi, 20 heures par semaine depuis un an là-dedans. Euh, Puis tout le matraquage idéologique là, dont la personne a été soumise là. Ça rend la sortie du groupe très complexe. Des indices de sectarisme, bon, au niveau du recrutement, l'insistance, le côté attirant, les promesses importantes, hein. Quand on dit promesses de guérison ou de développer des pouvoirs, tu sais, que tout le monde n'a pas, déjà, ça sonne une cloche. Ou ça va se coller à des grandes causes, soit humanitaires, écologiques, etc. Fait que le recrutement, souvent, va avoir des lignées comme ça.
des références, fait que sur des textes ou sur des grands maîtres en particulier. Euh, on va y condamner des fois le monde actuel. Euh, les membres vont être considérés comme une élite, comme je disais tantôt, donc une élite dont on voudra faire partie. Tu sais, les scientologues, c'est très fort, ça. Euh, le vocabulaire particulier pour les initiés aussi, hein. À un moment donné, tu sais, ils reviennent à un souper de famille, puis là, il y a un vocabulaire, tu te dis, voyons, qui c'est ça? Alors, bon, un exemple, là, l'engramme là, chez les scientologues, donc qui est un souvenir refoulé. Donc, ils ont des mots, tu sais, des mots qui marchent juste chez eux, là. Fait que tranquillement, le vocabulaire même va changer, la personne change ses comportements, mais plein d'autres choses aussi. Euh, manipulation et exploitation des adeptes. Bon, là, le temps consacré au groupe doit être de plus en plus important. Puis là, des fois, dépendamment là, du groupe ou si la personne va directement comme habiter là ou est juste là très souvent, des choses comme ça, on va agir sur le temps de sommeil, l'alimentation, euh, on va leur faire prendre aussi des remèdes ou des boissons particulières, on va exiger soit des prières ou des exercices répétitifs aussi, là, tu sais, des espèces de mantras qu'on va leur faire répéter, répéter, répéter un peu comme avec la méthode Coué. Des cérémonies, des exercices qui amènent à une émotion collective bouleversante. Ça, c'est très, très fort dans ces mouvements-là, que ce soit des sectes ou des mouvements à dérive sectaire. Le fait de faire des conférences, par exemple, ils vont faire une conférence, puis là, il y a tout le groupe, il y a cette espèce d'énergie-là, puis ils vont les faire monter les membres sur le stage, puis ils vont leur demander, par exemple, de dire quelque chose qui vivent de difficile ou de prendre un engagement, tu sais, devant tout le monde. Puis là, tout le monde crie. Puis, fait que c'est très, très puissant là, au niveau psychologique, là, le fait de se sentir comme accepté, reconnu, de faire partie d'eux. Donc, on va voir tout à l'heure les choses qui peuvent nous fragiliser là, par rapport à ça. Euh, donc, les témoignages enthousiastes des anciens membres, euh, les dirigeants aussi qui vont se plaindre pendant ces temps-là d'être persécutés par l'extérieur. Ça va aider aussi à la rupture euh, des gens avec leur entourage. Euh, il y a aussi tranquillement un contrôle qui va s'exercer par les membres entre eux. On peut voir ça, par exemple, avec les témoins de Jéhovah. Tu sais, quand un membre est exclu ou quitte, là, son entourage, sa famille qui est encore à l'intérieur doit couper les contacts. Puis il y a des membres qui vont le surveiller parce que là, il ne faut pas qu'il parle. Puis donc, il y a des choses comme ça avec plusieurs groupes qui ont été documentés. Euh, oui, de la délation, oui, des séances publiques de critique. Donc, ça peut aller loin. Direction du groupe. Donc, qui dirige? Ça peut être un ou des élus désignés. Par qui ils sont désignés? Il y a un historique à ça. Donc, la loyauté absolue et inconditionnelle est souvent exigée. Donc, ça devrait nous sonner des cloches. Euh, Puis comment ils sont perçus aussi. Donc, tu sais, déjà, c'est des choses qui peuvent nous aiguiller, là, que ça soit une de ces choses-là ou l'argent aussi, tout l'aspect de l'argent. Est-ce que les membres doivent donner de l'argent? Combien? Sous quelle forme? Et il s'en va où l'argent? Puis il sert à quoi? Tu sais, est-ce qu'il y a une transparence financière ou c'est comme juste faux? Tu donnes ta paye, puis le groupe s'en occupe ou le gourou, puis on ne sait pas où va l'argent. Le prosélytisme, donc le recrutement de nouveaux adeptes par les membres, souvent ça va en faire partie, ça va faire partie de la démarche. Donc une fois que le membre est bien ancré, ben là, il faut qu'il aille en chercher d'autres. Tu sais, je donnais l'exemple financier de Quickstar, ben
un coup qui est bien crinqué, là, qui a dépensé 3 4 000, 5 000 dollars avec des cassettes, puis il va dans des conférences, puis tout ça, là, il est prêt, là, faut qu'il aille en chercher d'autres, parce que c'est le même qui va faire de l'argent, mais on voit que le fonctionnement est un peu pareil, là. Euh, la méfiance vis-à-vis des gens de l'extérieur, le groupe, est-ce qu'il recommande l'infiltration, donc pour la bonne cause? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu, qui est surveillé, tu sais? Est-ce que, tu sais, je me rappelle d'un reportage où euh, ils ont infiltré la scientologie, puis la femme disait dans leur espèce de détecteur de mensonges, là, leur machine, elle disait, est-ce que vous venez ici pour, genre, nous infiltrer? Tu sais, c'était une des questions d'entrevue. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup de systèmes de protection, là, pour justement prévenir ça. Euh, donc, ces indices-là devraient inciter à la méfiance, puis même si le groupe a l'air anodin, puis encore plus les dérives sectaires, ça peut être un groupe, ça peut être une personne qui nous entraîne aussi là-dedans. Donc, puis on va le voir aussi, tu sais, on parlait de médecine alternative ici. Bon, ben, c'est ça, il y a certaines corps de métier, si je puis dire, là, qui sont beaucoup plus euh, enclins là, vers ces choses-là. Donc, qui vont être connectés ensemble. Tu sais, ah, ben là, la personne file pas. Ah, ben, moi, j'ai une collègue, elle a fait ça, là. Elle a fait un petit séminaire en fin de semaine. Tu devrais y aller, ça va te faire du bien. Donc, tu sais, il y a un engrenage comme ça, puis il y a des liens qui se font. Fait que les gens se méfient pas, tu sais. Ils disent, ben, voyons donc, j'ai juste été me faire magnétiser un petit peu là, par, par ma madame. Puis là, après ça, elle m'a conseillé d'aller voir son amie. Puis on a fait du dessin dans la forêt. Puis, tu sais, fait que c'est pas, au début, c'est difficile pour la personne de voir les risques reliés. Donc, les facteurs de risque chez la personne, l'isolement. Donc, une personne qui est isolée, ben, il y aura moins de témoins autour pour commencer à dire, voyons donc, tu trouves pas que ça coûte cher ou tu trouves pas que tu es là un petit peu trop souvent ou bon, c'est ça, tu sais, fait que la timidité, tu sais, les gens qui sont moins extravertis, qui sont anxieux, euh, ou à l'extrême aussi, dans l'OTS, on l'a vu, là, il y avait des cadres d'Hydro-Québec là, qui étaient là-dedans. Donc, l'élite aussi, les gens trop sûrs d'eux-mêmes, mais aussi qui sont désabusés parce que socialement, sont rendus comme, ils ont topé ce qu'ils voulaient faire, puis tout ça, puis ils s'ennuient, ils ont besoin d'autres choses. Ça devient un autre... un autre aspect là, chez les gens qui peut les mettre à risque de vouloir aller chercher quelque chose que les autres n'ont pas, là. Donc, ça peut réveiller ça et les groupes sectaires connaissent bien ça. Donc, le fait ça va avec l'isolement, mais d'avoir peu ou pas de soutien affectif, parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, là aussi, ils appellent ça le love bombing, là. C'est beaucoup d'amour qui est donné par la secte, là au début qui arrivent, là, c'est comme tout d'un coup, ils ont 40 nouveaux amis, puis des amis, là, c'est comme, tu sais, ça se voit 3 fois par semaine, ça se fait des câlins, ça s'écoute. Fait que si t'es isolé, puis tu vas pas bien, tout d'un coup, c'est une vague d'amour et de vie sociale incroyable. Donc, ça va bien sûr mettre à risque. Euh, souvent, ça arrive dans des moments de vie difficiles, donc une déstabilisation qui peut être temporaire, un divorce, un deuil, une perte d'emploi, souvent une dépression ou un burn-out, ou sortir d'un moment comme ça, les gens vont plus facilement être recrutables. Euh, une rupture avec le milieu familial aussi, donc on va rechercher la filiation et les relations sociales. Euh, aussi le regret du milieu familial de l'enfance, parce que la secte a recréé un petit peu cet état d'infantilisation.
hein, le gourou, puis les maîtres qui sont un petit peu comme les parents. Je dois me soumettre, mais en même temps, c'est facile, là. On me dit quoi penser, on me dit si je suis bon ou je suis pas bon. Donc, j'ai même pas besoin aussi de travailler à dire si c'est correct ce que je fais ou c'est pas correct, on me le dit. Donc, c'est un retour à l'enfance aussi, à la facilité, pas se poser de questions. Fait que des fois, ça peut faire partie aussi d'un petit côté relaxant d'embarquer dans ces choses-là. Fait que la face cachée des dérives sectaires, bon, bien sûr, dans les tendances actuelles, là, il y a tout le côté santé-bien-être. Ça, c'est une manne, vraiment. Euh, donc, la biologie totale, ça, sûrement, vous connaissez bien ça. Donc, les gens qui sont invités à abandonner la médecine traditionnelle, qui finalement, c'est la médecine. Euh, Ça se retrouve beaucoup chez les naturopathes, chiropraticiens, ostéopathes. Euh, il y a des gens qui sont décédés suite à l'arrêt de leur traitement pour le cancer, entre autres. Et ça, c'est documenté là, avec des cas puis des rapports de coroner. Il y a des cas qui ont été très médiatisés aussi. Puis je parlais de dérive tantôt. Il y a trois saisons du balado. La troisième saison, c'est sur la mafia médicale, là, l'histoire là, de Ghislaine Nanto. Fait que ça, si ça vous intéresse aussi, là, c'est super bien documenté aussi. L'aspect aussi des médecins, des gens, parce que là, on parle des gens qui peuvent amener ce type de pensée-là, mais il y a aussi des médecins puis des scientifiques, hein, des fois, qui revirent de bord. Ça l'arrive, là. Fait que là, ça devient encore plus complexe pour les gens de dire, ben non, c'est pas bizarre, c'est une personne avec des diplômes, là, tu sais, puis qui est un vrai scientifique ou qui est un vrai médecin. Donc ça ajoute une complexité là, dans ces choses-là. Euh, le prana, les respiriens. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est vraiment terrible. Je me suis retapé une vidéo cette semaine là, parce que j'ai dit, ah oui, il faut que je revoie cette petite madame-là. Ça, c'est l'être humain là, qui s'élève n'a besoin ni de boire ni de manger, jamais. Juste de l'air. Juste respirer, là, il n'y a pas de problème. Donc, cette madame-là, elle a dit à tout vent que ça fait 17 ans qu'elle ne mange pas et qu'elle ne boit pas du tout. Fait que, il y a une de ses adeptes qui est décédée 2 ans après avoir presque rien mangé, là, tu sais. Fait que, mais je pense qu'il y a eu plus de décès que ça par la suite dans ce mouvement-là. Je prends juste une petite minute parce que ça m'a fait rire cette semaine, je l'ai réécouté encore. Il y a une super bonne journaliste qui a réussi à avoir un entretien avec elle, puis qui essaye de lui faire dire que des fois elle mange, tu sais, ou qu'elle boit. Puis là, elle est comme non, 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 rien, 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 rien. Puis à un moment donné, tu sais, elle est très habile, fait qu'elle passe d'autres questions. Ploup, ploup, elle revient tout le temps avec cette question-là. Puis à un moment donné, elle échappe, ben oui, un petit peu, mais presque rien. Elle dit, ah, un petit peu, presque rien, c'est pas rien. Fait que là, elle dit, ben rien pour une personne normale, tu sais. Mais elle dit, c'est pas rien. Tu sais, fait que souvent, ces gens-là aussi vont mettre la vie en danger de leurs adeptes, mais pas la leur, là. Tu sais, un petit peu comme une certaine personne qui disait non, non, les vaccins, là, c'est pendant la COVID, là, c'était le démon, là. Mais après ça, on a su que lui, il était allé se faire vacciner, par exemple. Fait que, tu sais, il y a un petit peu ce côté-là chez ces gens-là, c'est ils ont cette rigidité de la pensée, là, de ça, c'est pas bon, ça, c'est dichotomique, là, mais pour eux, finalement, là, quand tu vas derrière un peu ce qui se passe, ils se l'appliquent pas tant que ça. Donc, ah, ça c'est terrible. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, le mouvement de l'archange Crion, les messages et les enseignements, encore une fois, du channel. Ah non, tu connais pas ça, Michel, je te vois faire ça. Écoute, c'est fantastique, là, tu vas aller lire là-dessus, tu vas triper. Des heures de plaisir. Donc, il y a de plus en plus de groupes à travers le monde là, qui sont fans de cet archange-là.
Donc, c'est par channeling qu'ils communiquent. Moi, j'adore le volet sur les enfants, là, les enfants indigo, tu en as peut-être entendu parler. Donc, leur aura qui aurait une couleur indigo, en fait, ça serait des êtres supérieurs venus d'une autre planète ou ayant passé un long séjour dans d'autres plans subtils. Et ils sont sur Terre pour nous aider, nous élever, nous apprendre des choses. Fait qu'imagine que ces adeptes-là, ces gens-là, ils attendent les parents là, à la sortie de l'école, là. Fait que, imaginez les parents qui viennent de recevoir des diagnostics, là, TDAH, TSA, dysphasie, avec des enfants qui ont des multiples difficultés, qui vont pas bien, qui font toujours le trouble à l'école. Il faut tout le temps qu'ils aillent les chercher. Puis là, sont approchés par ces gens-là qui leur disent, Hey, c'est parce que les gens les comprennent pas parce que sont plus intelligents que tout le monde. C'est un enfant indigo que tu as. Fait que là, tantôt, je vais parler des filtres, là, mais le filtre cognitif, il veut croire le diagnostic du psychiatre, là. Mais le filtre plus émotionnel, là, s'il a le choix de dire, Oh mon Dieu, non, 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 c'est un être supérieur, mon enfant, c'est pour ça, il n'est pas compris. C'est pas mal plus alléchant, tu sais. Donc, et ça, c'est tellement croche, hein, d'utiliser ça de cette façon-là, mais c'est une de leurs spécialités, là. Pourquoi ça fonctionne? Bon, l'absence d'initiative, on est surinformé, beaucoup d'informations angoissantes sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, ou en tout cas des actions minimes qu'on peut faire, des dons ou signer une pétition. Et ça, ça met un terreau fertile aussi pour ce genre de personnes-là qui vont arriver avec des réponses toutes faites ou un plan, puis des enseignements qui pourraient mener à, tu sais, donc, ça, ça nous amène quand même une fragilité à ce niveau-là. Le perte de référence, donc les repères traditionnels qui ont perdu en force puis en crédibilité. Tu sais, la famille qui s'effrite un peu comparativement à avant, l'Église, on l'a vu tantôt, qui est plus là. Les partis politiques, hein, il y a quand même une morosité, hein, comme on est désengagé, on croit pas, on pense toujours qu'on va se faire avoir. Syndicats, tu sais, toutes ces grosses organisations-là, ça ramène à l'individualisme, là, puis à la recherche de solutions parallèles, si on veut, là. Donc, ouais, c'est ça. Croire, c'est reposant. Je l'aime, cette phrase-là. Je pense que c'est Serge, d'ailleurs, qui me l'avait sorti. Croire, là, il n'y a rien de plus facile puis de plus reposant pour le cerveau. Donc, la peur de l'avenir, que ce soit les conditions financières, la vie urbaine, la pollution, là, puis l'écologie, les tensions internationales, là, on est full dedans. Depuis toujours, les sectes profitent de cette incertitude-là, puis de la peur de l'avenir, de la peur de la mort, de la peur, en tout cas, toutes les grandes peurs là, qui poussent l'individu à chercher des réponses simples et rassurantes. Donc, si mes parents me les donnent plus parce que là, je suis un adulte, si j'ai pas de religion, fait que j'en trouve pas là, il va falloir que je les trouve quelque part. Si je fais de l'angoisse, ces réponses-là qui vont me rassurer. Fait que ça peut faire que ça fonctionne. Euh, Société hétérodésecte, ben c'est ça, l'individualisme perd de son intérêt parce que, bon, la chaleur du groupe, j'en parlais tantôt, là, l'accueil, les liens sociaux, le love bombing, tout ça, tu sais, c'est beau l'individualisme, mais on est des êtres humains, hein, on est des bébites sociales, fait que c'est quelque chose qui est vraiment un besoin. Puis eux le savent, puis c'est quelque chose qui va être très articulé là, dans le fait que que ça fonctionne, puis que les gens entrent là-dedans, puis vont y rester aussi là, pendant un certain temps, longtemps pour certains, là. Des fois des générations. Bon, l'aspect nouveauté versus religion. Tu sais, souvent, ces groupes-là, à saveur sectaire, ils ont découvert quelque chose que personne ne savait avant.
Hein? Le secret, c'était ça, là. On voyait il avait fait un film aussi, là, puis là, on voyait le monde courir dans une grotte, découvrir un parchemin qui avait été caché à l'humanité depuis des millénaires. Tu sais, fait que souvent, c'est ça, c'est soit la découverte de quelque chose qui a été caché ou la découverte de quelque chose de nouveau, là, qui est une révélation sur la vie, là, tu sais. Donc, le fait d'appartenir à une élite, un groupe d'élus, on n'est plus dans la masse, on est spécial. Ça aussi, c'est très attirant. La progression aussi, versus la difficulté de la vie courante et répétitive, hein. On a une job, on travaille, on paye notre hypothèque. Mais là, tout d'un coup, là, tu peux faire des séminaires, puis là, monter des paliers, puis évoluer dans une organisation. Fait que ça aussi, ça peut être séduisant pour certaines personnes. Euh, L'initiation, donc atteindre une connaissance ou un pouvoir qui est caché au reste de la population. Euh, la rapidité, hein, vous serez capable de guérir, soigner, euh, tout ça là, tu sais, rapidement et un peu magiquement. Le rejet des systèmes en place. Fait que ça, on l'a vu beaucoup euh, avec bon, la période pandémique, là, euh, la montée là, de tout ce qui était conspirationniste, beaucoup, mais c'est ça, tu sais, le rejet des systèmes en place. C'était vraiment quelque chose qui a été utilisé comme un levier de partir de certaines frustrations ou incompréhensions, puis de lier ça à de la fausse information, puis bien sûr, ça a été moussé là, avec les réseaux sociaux. Pourquoi on y croit? Des fois, les gens sont comme, ben voyons donc. Mais ça, c'est ce que j'expliquais un petit peu. Là, je le reprends parce que ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un chercheur, Fabrice Clément, qui était à l'époque à l'Université de Grenoble, puis qui est un spécialiste de la croyance. Puis il expliquait ces deux filtres-là, le filtre cognitif puis émotionnel, comme je prenais l'exemple des enfants indigos, tu sais, votre enfant a un diagnostic psychiatrique ou c'est un être supérieur, évolué, qui est venu sur Terre nous apprendre des choses, tu sais. C'est sûr que on voit ce qui peut passer un filtre puis pas l'autre, là. Donc, des informations sont peu pertinentes pour le filtre cognitif, mais extrêmement désirables pour le filtre émotionnel. Ben là, à ce moment-là, ça passe, puis là, on fait comme, mon Dieu, pourquoi la personne croit à ça? Mais ça, je pense que c'est une explication vraiment intéressante, cet angle-là, pour mieux comprendre ce type de croyance-là. Bon, accrocher une recrue, donc on le mobilise en lui proposant une initiative, donc s'améliorer, trouver l'équilibre, la paix, la santé, l'harmonie, la sérénité, donc on a un plan. Améliorer son pouvoir, sa puissance, se changer lui-même et même transformer la société. Tu sais, il y en a qui ont des grosses missions plus larges là aussi. Euh, Puis tout le côté aussi sortir du désespoir, développer quelque chose de différent, hein. Euh, Tu sais, Chantal Lavigne, elle, quand elle est morte dans sa hutte de sudation, là, elle a pensé qu'en sortant de ce séminaire-là, elle allait avoir monté un autre échelon dans tout ce système-là, là. Donc, s'intégrer à un groupe fort et chaleureux, rencontrer un maître, hein. Souvent, on a un idéal, puis on a ce maître-là là, qui a atteint quelque chose qu'on voudrait nous-mêmes atteindre, là, qui fait comme des exploits. On les voit, là, les sectes un peu là, de guérison, là, quand ils font des espèces de séminaires ou de conférences où ils font monter des gens sur la scène là, qui ont guéri ou même ils guérissent live sur sur la scène. Là. Il y en a qui c'est assez... donc, et qui détiennent des pouvoirs secrets sur l'existence, là. Les scientologues sont forts là-dessus. Euh, Partager ses incertitudes, fuir le doute et l'angoisse, euh, discuter de nos convictions. Il y a une homogénéité aussi des croyances, puis il n'y a jamais de contradiction qui arrive là. Fait que ça, c'est sûr que ça aide pas la pensée critique qui va tranquillement mourir chez l'adepte.
Donc, les techniques de déstabilisation psychologique qui peuvent être utilisées, le jeûne, la privation de sommeil, j'en ai parlé un petit peu tantôt de ces choses-là aussi, le partage de vécu émotionnel très fort, là. Ça va les mettre dans des états émotionnels là, où ils vont être plus facilement manipulables. Des techniques qui ont été empruntées dans la compréhension là, à la psychothérapie ou des modalités liées à l'hypnose. Euh, Puis des interventions du gourou, parce que là, c'est tellement une idole, par exemple, dans un groupe avec un gourou, que là, juste de le voir, là, c'est un peu comme quand les petites filles s'évanouissaient là, parce qu'ils voyaient les Beatles. Là. Quand on entretient une espèce d'adulation intense, on dirait que quand la personnification arrive devant nous, là, c'est comme si ça décuple quelque chose. Là. Donc, ça aussi. Puis les aspects qui favorisent l'engagement. Ça, ces cinq aspects-là font que la personne va vraiment comme s'engager. La première, j'en ai parlé tantôt, le fait de se sentir libre. Donc, un premier acte sans conséquence. Là, je m'en vais à une conférence ce soir, ça a l'air super le fun, ça va m'aider dans ma confiance, puis tout ça, puis c'est Ginette qui m'a dit d'aller là. Fait que la personne se sent complètement libre, c'est sa propre décision, est contente, fait qu'il n'y a pas de soupçon de rien. C'est public, tu sais, c'est ouvert à tous, il n'y a rien de suspect. Euh, Puis là, ben, tu sais, il y a la répétition qui arrive, là. Parce que là, c'est pas une conférence comme ça, là, faut aller à un cours 2 soirs semaine, une conférence le dimanche matin, fait que là, puis, puis on va répéter les mêmes choses ou les mêmes gestes, ou on va reparler tout le temps des choses de la même façon, donc ça devient de plus en plus hermétique. Euh, il y a des conséquences, donc il y a des conséquences positives à adhérer puis à poursuivre, puis il y a des conséquences négatives aussi si tu le fais pas. Donc ça favorise l'engagement aussi. Euh, et c'est coûteux. Tantôt, je donnais l'exemple du temps. Hein, tu sais, au début, c'est un petit peu de temps. Après ça, les gens, c'est pas une job à temps plein, mais quasiment, tu sais, dépendamment des choses. Fait qu'en énergie aussi, puis en argent. Fait qu'ils payent, ils s'investissent, ils recrutent des membres, ils vont à des séminaires, ils payent des séminaires. Bon, fait que là, c'est beaucoup d'investissement. Puis cet engagement-là, euh, va mener tranquillement à un endoctrinement. J'adore cette petite citation-là d'un des présidents de la Miviludes. Je prendrai l'image de l'escalier. À mesure que tu descends, tu vois encore la lumière et plus tu t'enfonces, plus il fait noir et à la fin, on a de la difficulté à retrouver la sortie. Je trouve que ça illustre tellement bien l'engrenage de l'endoctrinement d'une personne. C'est très imagé, je trouve, puis c'est vraiment ça, là. Puis, tu sais, on peut penser que la petite lumière, c'est la petite voix de la conscience qui s'éteint tranquillement. Donc, donc pourquoi c'est difficile de s'en sortir, hein? Parce des fois, on se dit, bon, OK, la personne était fragile, assez fait avoir, assez bien endoctrinée, elle a perdu de l'argent, elle a coupé les liens, elle a, tu sais, mais à un moment donné, elle doit bien se rendre compte que tout ça, ça n'a pas d'allure, tu sais, puis où elle en est rendue. Euh, Bon, l'exploitation financière, intellectuelle, affective, voire sexuelle là, de l'adepte, il y a un sentiment très fort qu'on lui a volé sa vie. Et ça laisse des traces à long terme. Tu sais, il y a des gens que ça va durer des mois, mais il y a des gens, ça va durer des années ou même des décennies. Donc, quand l'adepte va quitter cet univers-là un peu artificiel, les dissonances cognitives vont être tellement souffrantes que ça va être une période extrêmement difficile. Donc, sûrement que vous connaissez là, la dissonance cognitive. Donc, ça amène une tension quand on est confronté à des faits qui contredisent nos idées puis nos croyances. Fait que si ça fait 1 an, 5 ans, 25 ans qu'on a le cerveau là, vraiment, tu sais, brainwashé par des idées très, tu sais, radicales ou très hermétiques, et que là, tout d'un coup, faut se dire, ben, j'ai cru ça pendant 25 ans, mais
ça n'a pas d'allure, puis c'est pas vrai. Il y a un coût à ça, là. Il y a des souffrances associées. Donc, tu sais, on va chercher par divers moyens à modifier nos pensées pour qu'elles s'adaptent mieux aux faits, tu sais, justement pour pas en souffrir. Euh, la personne aussi qui est dépressive ou qui est fragilisée, là, qui a un état dépressif plus ou moins important, ben, elle va faire tourner ce système-là dans sa tête comme si c'était vrai, puis elle va commencer à ressentir un bien-être, une satisfaction. Fait que quand elle se fait endoctriner au début, bon, par exemple, tous ses problèmes vont se régler ou elle va guérir, tu sais, miraculeusement. Donc, c'est terrible là, de dire des choses comme ça à des gens et qui sont fragiles. Fait que c'est sûr que de penser que ça peut être vrai, mais juste ça, ça libère des petites hormones qui font que, waouh, OK, je me sens mieux. Donc, déjà là, l'humeur va avoir une légère amélioration parce que c'est comme si la personne va se projeter dans le fait que c'est vrai, ça, ce qu'on est en train de lui dire. Donc, par contre, quand la personne se rend compte de la supercherie, euh, ben, c'est dur de reculer parce que là, elle va retomber à son état initial, mais probablement encore plus bas parce que là, il va falloir accepter que je me suis fait leurrer puis pendant ce temps-là, j'ai pas pris soin de ma santé. J'ai bu des tisanes en place parce que je pensais que j'allais guérir par miracle, exemple, tu sais. Quand la personne s'en sort, ben là, dans un groupe fermé, la personne elle va avoir besoin lors de sa sortie d'être accompagnée dans la réinsertion. C'est un peu comme sortir de prison, là. Même, c'est pire, là, dépendamment de l'endoctrinement. Donc, que ce soit pour l'emploi, les études, tout, elle doit réapprendre à vivre libre, puis aussi libre de croire, puis de réfléchir, réapprendre à développer sa réflexion par rapport à la vie, puis par rapport à ses croyances. Au niveau des séquelles, souvent les gens vont avoir des stress post-traumatiques, de la dépression, dissociation, là, une espèce d'état, ils appellent ça le floating, là, tu sais, que ça va être comme entre deux identités vécues, hein. Ils étaient une personne avant de rentrer là, sont comme devenus un autre être, tu sais, dépendamment là, de l'endoctrinement puis de la coupure avec leur monde. Leur entourage, ben, tu sais, ça peut être quand même assez intense, ce côté-là. Ils vont expérimenter des tendances suicidaires, il y en a qui vont avoir des hallucinations, euh, donc beaucoup d'anxiété, des fois de l'amnésie parce que justement, il y a eu de la manipulation, hein, du jeûne, des espèces de séances de prière répétitives, là. Ça peut amener de ce côté-là qui est lié aussi à l'anxiété sévère, là, cette espèce de peur d'être fou. Donc ça va être présent aussi. Des fois, il y a malheureusement des tentatives de suicide. Mais c'est ça, beaucoup de peur associée au sortir, là. Donc, des signes qu'on peut voir précurseurs quand on veut aider. Un besoin accru d'argent, tu sais, qui est lié aux dépenses occasionnées. Tu sais, tout d'un coup, votre cousine, là, elle a rencontré quelqu'un, puis là, elle va à des nouveaux cours, là, à un moment donné, ça a l'air bizarre, il faut qu'elle aille à de plus en plus de conférences, là. Elle demande de l'argent, elle veut un prêt, parce que là, il y a un séminaire qu'il ne faut pas qu'elle manque, puis c'est aux États-Unis, en tout cas, tu sais. Fait que là, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Le changement de vocabulaire, puis aussi le fait de avoir presque plus d'autres sujets. Tu sais, la personne parle presque juste de ça. Euh, des idées nouvelles, tranchantes, puis souvent le refus d'en discuter. Tu sais, ils vont amener des choses, mais dès qu'on veut, pas nécessairement confronter, mais comme comprendre, puis qu'on pose trop de questions, là, ça va être vu comme intrusif, puis ils vont refuser d'en discuter. Ça peut être un signe qu'il y a quelque chose de malsain. Donc, la personne elle a une attitude plus fermée qu'à l'habitude, là, avant qu'elle commence à fréquenter ça. Des problèmes à l'école, au travail, parce que là, il y a trop d'activités liées à ça ou de réunions, fait que la personne a de la difficulté à fonctionner dans sa vie qu'elle avait avant ça. Euh,
des explications vagues sur ses nouvelles occupations ou sur l'organisation. Donc, tu sais, une espèce d'évitement d'aborder là, des détails par rapport à ça. La personne aussi, elle peut sembler fatiguée, avoir des changements dans ses habitudes alimentaires, prise ou perte de poids subite. Donc, tu sais, il y en a qui vont exiger aussi certaines habitudes, des tisanes ou des suppléments ou de plus manger complètement une sorte d'aliment. Tu sais, ça va faire partie des fois des choses qui vont être demandées à l'adepte. Euh, Avoir l'air absent pendant des moments entre amis ou en famille parce que dans le fond, elle a l'esprit beaucoup occupé par ça et physiquement aussi, elle va s'absenter de plus en plus parce qu'elle va être de plus en plus prise dans ce mouvement-là. Euh, Vont considérer aussi que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas rendu là. Je reviens que ça, mais c'est un grand classique. Ça, c'est un bon signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment on peut aider, comment on peut intervenir? Ben, le plus important, c'est vraiment de garder le contact. Puis c'est pas facile. C'est pas facile des fois, dépendamment des situations ou de l'attitude de la personne. Mais tu sais, si on veut pas l'échapper, ben, c'est de garder le contact, d'écouter et surtout de pas essayer de la raisonner. Euh, Parce qu'ils vont l'avoir endoctrinée à ça. Tu vas voir, quand ils encouragent de couper les liens, ils vont dire, tu vas voir, ils vont essayer de te dire que c'est pas bon, que si, ça. Fait que si vous le faites, vous venez confirmer que c'est l'autre qui a raison. Donc, on prononcera pas de jugement, on critiquera pas les convictions ou se moquer des idées, parce que c'est ça. Il attend juste ça pour couper les liens parce que c'est comme prédictif. Euh, on va éviter aussi des mots comme secte, gourou, adepte. Là, entre nous autres, ce soir, on peut. Parce que, tu sais, ça, c'est déjà des réponses toutes faites qu'il y a à donner, là, tu sais, parce qu'il est préparé à ça. Donc, on va plutôt décoder les aspects fous ou contradictoires. On va poser on va se poser des questions à voix haute pour l'amener à réfléchir sans vraiment le questionner. Tu sais, on va dire, ah, ben, je pensais pas que ça existait, telle affaire, tu sais. Donc, là, c'est plus facile pour la personne de pas se sentir menacée puis de dire, ben oui, ça fait 30 ans que ça existe, tu sais. Fait que, tu sais, sans avoir l'air de faire un interrogatoire, tu sais. Fait que, ça prend beaucoup d'empathie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Ben, l'entourer d'affection, nommer qu'on va toujours être là. Tu sais, parce que même, tu sais, on voit les relations s'effriter, là, quand il y a des situations comme ça, puis la personne, ben, ça va faire partie des choses qui vont l'empêcher aussi euh, de, de sortir parce que si en plus elle a intégré que il n'y a plus personne dehors parce qu'elle a coupé tous ses liens, puis que ça s'est mal terminé. Mais là, quitter la secte, ça veut dire, ou le mouvement, ça veut dire être tout seul puis avoir plus de famille, mais tout seul, plus le groupe non plus. Fait il faut faire germer le fait que, regarde, la journée que tu veux revenir, moi, je t'attends, tu sais. Puis je suis là, puis si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler n'importe quand. C'est vraiment pas facile comme exercice, mais on peut pas faire tant plus que ça. On peut essayer, nous, de notre côté, d'en savoir plus sur le groupe discrètement et indirectement. Donc, pas parler à la personne de nos découvertes, par contre, tu sais, parce que là, surtout si elle est dans c'est merveilleux, puis c'est ma place, faut pas arriver avec ça, mais nous, tu sais, par derrière, on peut se documenter. J'ai mis les coordonnées, on peut appeler InfoSect pour voir, eux, c'est quoi les informations qu'ils ont déjà sur ce groupe-là. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui les ont appelés? Bon, tout ça fait qu'on on peut avoir de l'information comme ça, puis voir, tu sais, c'est quoi les dangers qui sont inhérents, mettons, aussi à ce groupe-là ou à ce mouvement-là. Puis là, comme j'expliquais au début, tu sais, on y va avec les actes. Donc, est-ce qu'il y a eu des actes criminels qui ont été posés envers la personne? Fait
la personne qui sort puis qui a été victime de ces vices, d'abus, tout ça, ben, ça va être de contacter les services policiers du secteur pour porter plainte, d'activer une demande de dossier au CAVAC si elle a été victime là, d'abus, de maltraitance, etc. Donc, puis d'accompagner la personne dans ses démarches, de la soutenir. C'est un long chemin, surtout si ça a duré longtemps. Donc, elle va avoir besoin de ce soutien-là, de cet accompagnement-là, parce que souvent aussi, ils vont être dans la méfiance, puis tout ça, parce qu'ils ont vécu isolés et dans la méfiance pendant des années. Puis là, il faut qu'ils prennent des services de ces gens-là. Donc, tu sais, l'accompagnement va être aussi important. Voilà. Fait que je vous ai mis quelques références, mais surtout, je vous ai mis, bon, les sites Internet, InfoSec, Le Croire de l'Université Laval, la Mivilude. Fait que la Mivilude, c'est super intéressant. Vous pouvez aller voir leur rapport annuel aussi, un petit peu comme InfoSec, avec tous les chiffres là, qu'ils ont au niveau de leurs demandes, puis tout ça. Il y a l'UNADFI aussi qui est super intéressante, qui s'occupe justement du soutien aux gens qui sortent des mouvements, puis aux familles aussi, à l'entourage, quand il y a quelque chose comme ça qui est vécu. Alors, c'est une excellente conférence. Merci beaucoup. Ça fait Je vois plaisir. qu'il y a plusieurs mains levées, mais j'ai envie de poser ma question en premier. Ah oui, tu vas te Ah gâter. oui. Est-ce que les sceptiques du Québec sont une secte de croissance personnelle? Parce qu'on organise des conférences, on a Ben des oui. revues, fait qu'on demande aux gens d'acheter leurs revues, on leur demande de faire des achats supplémentaires et on veut qu'ils deviennent membres de l'association. J'adore ça. On a une certaine persécution des fois quand on parle trop fort de certaines choses sur certains sujets. On Ouais. essaye de faire un peu de prosélytisme. Tu t'analysais tout le long que je parlais. Oui. Ça serait quoi Alors, je retourne ça d'un autre côté. Ça serait quoi les critères qui feraient que ça répond pas à un mouvement sectaire? on ne demande pas assez d'argent. Oui, c'est ça. Oui, puis l'engagement est pas non plus obligatoire. Non, mais Euh, au début, dans les sectes, les gens sont supposés être libres d'adhérer. Ils viennent aux conférences gratuitement ou comme ils veulent, ouais, comme chez ouais, nous. ouais. Mais je te dirais que d'habitude, c'est pas 10 piastres eux autres, là. C'est des séminaires à 3 4 000 piastres, là. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de démesuré aussi, là. Euh, la différence aussi qu'on pourrait dire, c'est que toi, ce que tu transmets, c'est des données scientifiques, tu valorises la pensée critique. Ça, c'est vraiment comme l'antithèse de ce qu'ils font, là. Oui, tu fais des conférences, puis ça, je te dis, qu'est-ce qui te dit que c'est pas ça que tu fais? Bon, ben, ça m'encourage un petit peu. Ça te rassure? On va y aller avec les questions. Il y a Jean-Sébastien ici qui a une question. Oui, ben, je vais dire la même chose que Michel. Merci beaucoup, Madame Kondo, pour la conférence. C'était excellent. Moi, comme plusieurs membres des sceptiques le savent déjà, depuis mon enfance, ma mère a toujours été dans le mouvement Écancare. Elle décrit ça comme une religion. Elle dit que c'est sa religion, mais ça coche beaucoup de caractéristiques que tu décrivais. Je ne sais pas à quel point tu connais Écancare, mais elle est toujours en train de faire des voyages à Santiago aux États-Unis. C'est ça, elle fait des voyages à l'étranger. Elle a une vaste collection de livres. Il y a la photo du gourou dans son salon. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté des caractéristiques, là, mais il ne l'isole pas. Ah, ben, elle a déjà sorti ça, que j'étais pas rendu là. Quand je lui parle de quelque chose, puis là, elle me parle des niveaux spirituels, puis tout ça, puis je dis, ben là, ça n'existe pas ces choses-là, maman, tu sais. Puis elle me dit, ah, ben, t'es pas rendu là. C'est ça, t'es à autre chose. Puis elle se trouve à être pas isolée parce que elle est encore partie de la famille. Ils n'ont jamais dit de couper les ponts avec mon père ou elle est encore avec mon père qui est pas là-dedans.
Ils ont jamais dit de couper les ponts avec ses enfants, c'est-à-dire moi, mes soeurs, mon frère. Donc, j'ai l'impression que c'est une secte inoffensive, excepté qu'ils lui font dépenser beaucoup d'argent. Mais je sais pas, tu sais, à quel point, à un moment donné, ils vont lui dire soigne-toi pas pour telle maladie ou fais Exactement. Ouais. Ça fait combien de temps qu'elle est là-dedans? au moins 45 ans parce que depuis mon OK. enfance, elle a toujours été là-dedans. Donc, OK. je pense que ça fait à peu près 50 ans qu'elle est là-dedans. Elle s'est jointe à ça quand elle était petite. Ouais. Quand elle était, ben, je dis petite, elle avait l'âge de 20 ans, mettons. C'est vers l'âge de 20 ans, elle rentre là-dedans. Une de mes tantes, qui se trouve être la sœur de mon père, était là-dedans. Fait elle a connu mon père parce que une de ses amies, c'est le frère d'une de ses amies. Donc, elle, puis une de mes tantes, d'autres, tu sais, je les vois passer, des fois, là, ils viennent. Puis ma mère est très haut placée dans la hiérarchie, elle est comme prêtresse, là, genre de prêtresse. Elle célèbre des mariages, puis des affaires comme ça, là, tu sais. OK. OK. Fait que, Mais je sais pas ce que tu sais sur encore sur les dérives que ça peut, non? Pas quoi. non, tu vois, je connais pas bien ce groupe-là, fait que je veux pas Américain. m'avancer, mais c'est sûr que, tu sais, on a la structure avec les paliers, on a l'engagement financier important, fait que, tu sais, non, tu sais, c'est pas Puis, tu sais, ça peut dépendre des individus aussi. Tu sais, dans certains de ces mouvements-là, sont pas amenés nécessairement à couper les ponts, sont amenés à couper les ponts avec la famille qui insiste, lâche cette affaire-là. OK, ouais. Si vous n'avez pas pris cette tangente-là, puis vous ne l'empêchez pas de leur faire des chèques, puis tout ça, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Ouais, OK. Pour certains groupes, ça, il n'y aura pas de problème parce que c'est ouvert, tu sais, c'est pas comme un parti habiter là-bas, puis Non, tu la elle vois a plus du toujours tout. habité à Joliette. Là, c'est un mouvement américain. Ça vient des États-Unis. Mm. Puis, à un moment donné, ils ont même changé de gourou. Ça, je savais pas qu'ils pouvaient le faire, mais il y a eu une succession qui s'est bien passée là, d'un gourou à l'autre. Donc, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais déjà allé dans un de leurs événements, puis j'avais trouvé ça complètement ridicule quand ils me demandaient de sortir de mon corps et d'aller toucher au plafond. Je suis comme, oh, là, Mm. tu me niaises, là. Mais probablement que mon engagement des sceptiques du Québec est a fortement été influencé par Oui, c'est des ça. conversations avec ma mère à l'adolescence. Là, je me suis engueulé avec elle là, 1000 fois parce qu'elle me sortait des affaires. Là. Ce qui m'a toujours le plus offensé, puis je ne veux pas faire une mini-conférence, mais ce qui m'a toujours le plus fâché, c'est quand elle me disait que chaque personne vivait la vie qu'il avait choisie avant de venir au monde. Parce que elle est convaincue que l'âme fait un plan pour sa vie avant d'incarner le corps. Dit, OK, moi, je veux vivre ça, je veux vivre des viols, je veux me faire abuser, je veux qu'il m'arrive ci, je veux qu'il m'arrive ça. Let's go. Puis après ça, le film part. Puis là, Mm. la personne ne se rappelle pas qu'elle a choisi ça dans l'au-delà avant de venir au monde. Puis là, tout ce qui arrive à la personne, là, tous les abus, toutes les atrocités, c'est toujours elle qui l'a voulu, c'est toujours elle qui l'a choisi. Fait que ça m'a toujours mis le feu, là. Mais Ça, c'est très difficile, puis c'est un peu, tu sais, il y avait ce côté-là très pervers aussi dans le secret où ouais, tout ce que tu vivais, c'est parce que c'est toi qui l'avais tu l'as attiré. attiré. Tu l'as Fait que attiré. c'est Oui, bien évident, tu sais, que le petit enfant de 5 ans qui a le cancer à Sainte-Justine, c'est lui qui a attiré ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des modèles de pensée tu sais, très confrontants. C'est dur de rester calme des fois devant certaines façons de penser. Puis quand les gens sont endoctrinés là-dedans, ben, ça amène aussi une certaine angoisse parce que là, si mes pensées contrôlent tout, je suis mieux de contrôler mes pensées parce que ouais, là, il peut m'arriver du mal, tu sais. Fait que c'est ouais. ça, là. C'est ça que je voulais dire aussi par les conséquences négatives positives, tu sais, selon si on adhère ou selon on ne fait pas ce qu'on nous demande. Donc, ouais. Je vais te laisser donner les tours de parole, Michel, parce que j'ai comme pas suivi. Oui, Francis. Oui, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question un peu naïve. Tu sais, dans les façons d'intervenir, entre guillemets, est-ce que ça serait une bonne idée, puis je me doute que c'est non, là, mais de venir avec la personne pour participer au truc, pour le vivre avec, pour être mieux, être en mesure de le déboulonner après? C'est peut-être absurde, là. Puis ma question corollaire, c'est est-ce que vous, personnellement, vous avez eu à aller voir régulièrement des séances de gourous juste pour voir de quoi ça ressemble? Tu sais, le vivre soi-même, au-delà de l'étudier, le vivre soi-même pour voir comment ça se passe, là. Puis est-ce qu'un sceptique est justement bien équipé pour aller là pour pouvoir le déboulonner après? Donc, c'est un peu ça, ouais.
Ben, c'est des excellentes questions. Oui, je vais sortir du garde-robe et je vais le dire. J'ai fait quelques petites incursions undercover dans des genres de trucs comme ça. Euh, Good. oui, parce que oui, tu sais, je veux dire, la curiosité est là de comprendre aussi puis de voir leur technique à l'œuvre. Euh, oui, tout à fait. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller, je te dirais, quand c'est des conférences publiques, eux autres vont vouloir te tirer là, tu sais, te dire oui, viens, comme c'est pour les nouveaux, puis c'est pour que le monde comprenne. Dans ce cadre-là, c'est correct d'y aller parce que ça va nous donner comme pas pour avoir des munitions, mais pour avoir un aspect de compréhension de ce qu'elle va dire après, tu sais. Fait que ça, je pense que ça peut être intéressant, mais pas de rentrer comme dans le mouvement, là, tu sais, pour dire je vais essayer de rentrer pour la ressortir, là. Je pense que c'est compliqué. Est-ce que ça semblait convaincant quand vous étiez sur place ou Ah, on reconnaît tous les trucs puis on est oui, quasiment ben, à de c'est rire tellement que c'est terrifiant, là, c'est terrifiant. Puis tu sais, c'est de voir, tu sais, la personne live, puis de voir les gens, là, qui sont full dedans, puis qui le croient, là, tu sais. ouais, Michel, c'est ça. c'est quoi ça? Oui, je veux y croire. Ouais. Je Ah suis non! guéri. Ouais. OK. Ouais. Merci. Merci à toi. Alors, bonsoir, merci à vous, Madame Kondo, pour cette belle conférence. J'ai vu passer sur mon fil Facebook cette vidéoconférence-là sur le dérive sectaire et l'endoctrinement. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai initié personnellement une action en justice contre la religion mormone et mes Ah, parents, et même mes parents à l'encontre, c'est ça, de la religion mormone en 2012 devant la Chambre civile en Cour supérieure. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. C'était par rapport à ma soumission à l'âge de 12 ans de baptême pour les morts. Et oui. puis, ils m'ont fait sentir coupable qu'à cause de mon indignité dissimulée, j'avais trahi leur mémoire. En tout cas, j'ai subi beaucoup de culpabilité, d'humiliation, etc. Et des années plus tard, quand j'en suis sorti avec l'aide d'experts, j'ai découvert la source, du moins à partir de certaines difficultés que j'avais. Et puis j'ai décidé d'initier cette action de justice-là qui est inédite. C'est la première au Canada et puis peut-être même qui sait dans le monde. Alors, ça s'est conclu en 2015 devant la Cour suprême. En fait, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre ma demande d'appel. Et je trouvais ça dommage parce que j'invoquais la norme de contrôle que la Cour suprême avait développée en 1995 suite à la transfusion sanguine pour un enfant d'un témoin de Jéhovah. Et ils avaient construit la norme de contrôle suivante qui était la norme minimale socialement acceptable. Et en utilisant cette norme de contrôle-là en Cour supérieure, je vais très vite. Ils ont dit que ma cause ne passait pas le test. Et moi, je disais, ben, ça devrait. Puis non seulement ça devrait, mais en plus, la norme de contrôle devrait peut-être être plutôt celle de la conduite compatible avec l'intérêt et les droits de l'enfant. Alors, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai utilisé plusieurs sources comme un mémoire de maîtrise d'une avocate, La liberté de religion et les intérêts de l'enfant au Canada, le livre de Lorraine Desrochers, chercheuse à l'Université de Sherbrooke, Vivre son enfance au sein d'une secte religieuse, comprendre pour mieux intervenir. Puis en tout cas, avec mon vécu, j'ai été à même de voir que beaucoup de psychologues sont pas très bien outillés pour accompagner des gens qui ont sorti de ces milieux-là. Et puis, ben c'est ça, je voulais simplement vous remercier. Le sujet m'intéressait beaucoup. Et puis, si vous désirez, je peux vous envoyer mon dossier de cours. Ça va me faire plaisir. C'est très intéressant. Bravo pour votre courage. Je, je vous renvoie une question. Euh, Ce soir dans la conférence, est-ce que c'était correct pour vous le petit bout où je parle de comment aider la personne, comment la personne se sent, puis comment la supporter? Est-ce que pour vous, ça fait du sens, là, ce que je parlais ce soir? Oui, oui, tout à fait. Et puis moi, je fais la distinction parce que moi, évidemment, la religion mormone n'est pas considérée comme une secte, gourou, tout ça. Ça a une Ouais. certaine acceptabilité sociale. Donc, de toute façon, moi, personnellement, je suis pas très friand des termes de mots secte ou pas.
Moi, je suis plus intéressé par la façon, concrètement, comment l'enfant est amené dans le cheminement religieux. Alors, moi, dans la religion mormone, bien que c'est assez connu, mais j'ai vraiment pas aimé l'expérience, peut-être à cause de ma trop grande sensibilité. Alors, c'est vraiment je peux, si vous me permettez, vous citer un petit extrait que j'ai cité moi-même dans mon mémoire en devant la Cour suprême. Je citais la Cour suprême qui datait de 93. Et elle disait, et je cite, dans les cas où la religion est l'objet d'un conflit, le tribunal n'est pas appelé à trancher une guerre de religion et les convictions religieuses des parties elles-mêmes ne sont pas en cause. C'est plutôt la façon dont ces convictions sont mises en pratique ainsi que les répercussions qu'elles ont sur l'enfant qui doivent être examinées. En tout cas, je déroge un peu de la question, mais oui, Non, moi, pas du tout, parce que ça, c'est tout à fait en lien avec le cadre légal que j'expliquais, puis que c'est les actions comme telles qui peuvent être mises en cause puis poursuivies. C'est exactement ça. je terminerai simplement en disant que moi, j'invoquais justement ce jugement-là, l'arrêt de la Cour suprême qui date de 93 dans l'arrêt Young contre Young. Et puis, dans cet arrêt-là, il avait été déterminé que, je fais une histoire courte, la cause en question, c'était deux parents se séparent, ils ont deux enfants. Entre-temps, le père devient témoin de Jéhovah, il endoctrine les enfants. La mère arrive, hey, il fait pas ça. Il s'en va en cours. Ouais. Puis il y a eu deux causes qui étaient pareilles, un dans le common law, dans le Canada anglais, un au droit civil au Québec. Puis ça donnait deux résultats différents parce que le cadre légal était différent. Et au Québec, grâce à la juge Leroux Dubé, on a été capable d'avoir une décision qui était en faveur de limiter les droits du père. Donc, moi, je disais, j'arrive en Cour suprême moi-même, puis je dis à la Cour suprême, mais regardez, en 93, vous-même, vous avez conclu que c'était pas dans l'intérêt de l'enfant à le soumettre à de tels rituels, traitements, etc. Là, je lève la main, je dis, ben, moi, mes deux parents étaient d'accord pour me soumettre à ça. Qu'arrive-t-il de mon intérêt et de mes droits à ce moment-là? Et j'ai trouvé ça vraiment malheureux qu'ils n'ont pas voulu entendre ma cause, à plus forte raison que j'avais pris soin de faire produire deux expertises médicales indépendantes. Alors, c'était vraiment un litige extrêmement important. Et moi, j'invoquais notamment le drame de la famille Shafia. Vous savez, le drame qui est arrivé aux écluses à Kingston, 4 morts. Puis moi, je disais, ben avant, il faut pas attendre qu'un drame comme ça arrive avec des crimes d'honneur, etc. Il faut intercepter la faute civile lorsqu'elle se produit et attaquer le portefeuille de l'institution religieuse. Quand vous invoquez le droit de l'enfant là, de ne pas être soumis et endoctriné, là, Oui. je pense que votre dossier y intéresserait Régine Laurent. Régine Laurent, c'est et de la personne de race noire, c'est bien ça, c'est celle-là où vous faites référence. Je pense quel poste qu'elle occupe actuellement à C'est DPJ, elle, non? c'est elle qui a piloté la commission Laurent là, après le décès OK, de la oui. fille à Granby. Ouais, Fait OK. que qu'est-ce qui Commission des concerne droits de l'histoire de l'enfance, quelque l'enfant? chose comme ça, là. Ouais, OK. c'est ça. Je parle En plein trop. ça. Je laisse la place aux autres. Merci à vous. Oui, merci. Je voulais peut-être juste ajouter un commentaire il y a des témoins de Jéhovah, il y a des gens, il y a une espèce de groupe qui s'est formé pour des ex-témoins de Jéhovah, des gens qui sortent de cette religion-là. Peut-être que vous pourriez vous joindre à eux autres. Je ne sais pas si ça pourrait vous aider. Est-ce que vous avez regardé le documentaire en 3 épisodes qui vient de sortir là, sur Crave, sur la mission de l'Esprit Saint? Ça me dit quelque chose. Allez-y, OK. c'est très bon. Ouais. C'est sorti le 26 novembre. C'est en ligne présentement. Prendre la prochaine question, Steve Sénéchal. Ben, c'est mon gourou, désolé. Bonjour, Steve! Non, c'est mon mari. J'ai pris son ordinateur. Donc, moi, c'est Lise Gabriel. Merci beaucoup pour la conférence. C'était fort intéressant. Puis, je suis dans le réseau de la santé des services sociaux depuis nombre d'années, dans le domaine des relations humaines et tout ça. Je trouve le sujet tout à fait actuel. Maintenant, ma question... En fait, j'ai deux questions. La première est plus d'ordre législatif. Est-ce que, actuellement, au Canada ou au Québec, on a des travaux pour peut-être développer des projets législatifs pour venir plus encadrer justement les pratiques de cette nature-là? Parce qu'au début, vous disiez qu'il n'y en avait pas vraiment, contrairement, mettons, en Europe, là, où est-ce qu'on était un petit peu plus encadré. Fait que ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite.
Oui, ben oui, parce qu'avec mon TDAH, je vais me rappeler juste de la dernière, après, il va falloir la répéter. Fait que, oui, en fait, ça a été, il y a eu une demande pour qu'il y ait une commission par rapport aux dérives sectaires suite au décès de la jeune Héloïse, suite à son accouchement, là, la jeune témoin de Jéhovah là, qui avait besoin d'une transfusion puis qui est décédée. D'ailleurs, dans le troisième saison du balado d'Olivier Bernard, il a rajouté 2 épisodes spécifiquement sur ça. Il est disponible euh, sur cette histoire-là. Mais dans le fond, sa tante, elle, est partie en croisade. Puis elle a demandé, Agnès Maltais avait porté ça. Il y avait eu une pétition signée par, je me rappelle plus combien de monde. Elle a rencontré les dirigeants politiques. Et il devait avoir une commission à ce sujet-là et c'est mort dans l'œuf en 2019, je crois. J'ai dit, oh mon Dieu, on va avoir notre mi-vilude. Non. Donc, ça a été, ça c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Pour les premières diapos que je vous ai mis, notre super charte des droits et libertés, là, puis notre liberté publique et Culte. provinciale, ça amène une telle complexité qu'on c'est comme si on tourne en rond puis on revient à on peut juste s'attaquer aux actes. Tu sais. Alors que c'est ça. Ouais. Puis ma deuxième question est plus d'ordre personnel. J'ai une bonne copine à moi qui c'est tapissé de flag rouge là, avec ce que vous avez présenté aujourd'hui. Il y a eu une cassure pendant la COVID. Elle ne croyait pas au vaccin et là, tout a déboulé. Elle avait déjà des idées un peu particulières là, avant ça, mais ça l'a vraiment dégénéré à partir de la COVID. Euh, puis là, on est en train de la perdre. Puis vous disiez tout à l'heure, on devrait être à l'écoute, on devrait faire attention, on devrait montrer qu'on est présent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, 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 de venir comme conforter ces croyances-là si on les écoute? Puis je vous pose cette question-là parce que j'ai une copine qui est un peu dans cette lignée-là, qui va être à l'écoute, elle va lui demander, ah ouais, c'est donc intéressant ton affaire, nanana. Puis elle va lui poser des questions. Je sais très bien que cette amie-là ne croit pas du tout aux croyances de notre amie là, qui est endoctrinée. Par contre, elle le fait parce qu'elle veut pas perdre le lien, mais en même temps, moi, ma crainte, puis c'est pour ça que je vais pas là. Je veux pas non plus qu'elle pense que j'ai de l'intérêt pour ça, alors que je n'en ai vraiment pas. Mais je trouve ça très difficile en même temps de pas non plus, tu sais, m'opposer à ces idées parce que c'est sûr que c'est contre nature pour moi, là, de le faire, là. Mais tout le temps comme en déchirement, là. Comprenez-vous? Je sais pas si Oui, je me fais comprendre. rester présent puis être à l'écoute, ça veut pas dire conforter les croyances, hein. Ça, il faut faire attention. Tu sais, quand je donnais l'exemple de se questionner à voix haute en disant, par exemple, ben moi, j'ai toujours pensé que c'est comme ça, tu sais, que ça fonctionnait telle chose, tu sais, moi, à l'université, c'est ça qu'on m'avait montré. Tu sais, c'est pas confrontant, c'est comme, ah, ben moi, tu sais, donc, faut y aller très délicatement, mais pas dans la confrontation, tu sais. Être à l'écoute, ça nous permet aussi de savoir où la personne est rendue, parce qu'elle peut s'enliser de plus en plus. Puis, tu sais, cette façon-là de faire aussi, c'est comme si on était un petit peu le Jiminy Cricket. Mm. C'est-à-dire la petite voix de la conscience, même si elle est tout petite puis lointaine, ben au moins il reste ça. Alors que si on confronte puis on coupe le lien, c'est ça. Tu sais, la personne se ramasse toute seule et là, vraiment, il n'y a plus aucune interférence avec le système de croyance. Tu sais. Fait que ça la met plus à risque encore. Mais oui, c'est pas facile. Mais j'aime beaucoup votre position nuancée, fait que je vais être plus alerte. Merci beaucoup. Je pourrais peut-être donner un peu de mon expérience personnelle. Moi, j'ai mon père qui est très, très chrétien, ou qui était, parce qu'il est décédé ça fait quelque temps, là. Et ça arrivait souvent qu'il embarquait il faisait quasiment un speech, là, quand on parlait, quand je parlais avec lui au téléphone. Fait qu'à un moment donné, après quelques minutes, souvent je changeais de sujet, parce que ça donnait pas grand-chose de continuer à entendre tout le temps le même type de prosélytisme qui lâchait pas. Mais en changeant de sujet, mais on garde quand même contact avec la personne, on parle de d'autres choses, puis ça, la religion devient
bon, on la tasse de côté un petit peu, puis on garde le contact. Diane, tu avais une question? Oui, je voulais regarder, enfin, qu'on nous parle davantage de l'aspect religieux ou remplacement de la religion qu'il y a dans toutes les croyances, parce que comme on sait, la religion, c'est une secte qui a réussi, n'est-ce pas? Donc j'ai l'impression que toutes ces sectes-là, merci pour la conférence, je la trouve tellement approfondie et structurée, ça aide vraiment à comprendre. Ben voilà, alors c'était cet aspect-là, c'est un peu comme un élargissement après. Alors qu'est-ce qu'on fait devant ça? Parce qu'on ne pourra pas empêcher les gens d'être croyants. C'est naturel. Donc, comment vous voyez cet avenir-là? J'ai même pensé, mais qu'est-ce que c'est que l'avenir de la croyance? Qu'est-ce, est-ce qu'on doit vraiment retirer tout ça des gens? Parce que j'ai l'impression que notre époque, là maintenant, justement, elle a remplacé le catholicisme ou des religions plus structurées, plus monothéistes, par cette espèce, mettons, on va croire en Gaïa. Je tombe tout le temps sur une espèce de secte qui s'appelle Gaïa et puis qui fait de la publicité à outrance. Et puis, c'est des programmes de 700 $, machin, et puis ils veulent offrir moitié pour vendredi fou. Ce genre de choses. Et c'est des gens et puis, c'est que les gens sont très intelligents. Je veux dire, les gens qui croient sont des gens intelligents, hein, vraiment. On peut parler même de cerveaux, là, qui ont la croyance. Et je me dis aussi que comme on ne peut pas être intelligent partout et être tout le temps, comment dirais-je, cartésien, donc je vais penser à un grand compositeur contemporain qui a un cerveau mathématique incroyable, mais qui croyait aux anges et au catholicisme tel quel. Et je me disais, oui, ce type-là, vous n'avez pas idée du cerveau, hein, c'est un cerveau du XXe siècle. Et j'ai eu l'impression que c'est parce que justement, toute cette énergie et clairvoyance sur les structures musicales, tout ça, et il n'avait plus le temps de se poser des questions ou de réfléchir sur l'au-delà, donc il prenait ce qui est déjà fait. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je veux dire, c'est une impression, parce qu'on voit beaucoup de gens très intelligents qui prennent la religion telle qu'elle, et donc c'est peut-être parce que justement, on peut pas tout faire hein, dans une seule vie. Et voilà, alors peut-être il est croyant naturellement, bien sûr, et puis à l'enfance, tout ça. Bon, en tout cas, je me demandais quel était l'avenir. Est-ce qu'on doit rendre tout le monde athée? Est-ce qu'on doit rendre tout le monde sceptique? Et je veux dire, est-ce que c'est ça notre but? Je sais pas si je vais bien répondre, vous me direz, là, mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit à la fin. Est-ce qu'il faut rendre tout le monde athée? Ben là, tu sais, on va devenir nous-mêmes des gourous dictateurs. Fait que je pense pas que c'est ça l'objectif. La croyance, que ce soit personnel, c'est bien correct. Oui, le cerveau humain est fait pour croire. OK? C'est facile, c'est relaxant et ça répond à un besoin aussi de calmer certaines angoisses qu'on a. C'est pas tout le monde. Moi, je passe tout le temps à un de mes profs là, que peut-être vous connaissez, là, mais Hubert Van Giezegem, qui est un expert à la Cour de Montréal, puis à chaque fois qu'il y a eu des affaires de psychopathe qui est dans les nouvelles, je l'ai eu comme enseignant à l'université, puis il a participé au livre là, que j'avais fait, puis lui, il m'avait dit, écoute, c'est pas tout le monde qui est capable de mobiliser tu sais, le cynisme nécessaire pour intégrer qu'un jour ça finit, puis on est tous foutus. Fait que c'est, tu sais, je trouvais que c'était une belle façon de dire, tu sais, la vie est un peu plus douce quand tu penses que il y a quelque chose d'autre après, ou quelque chose que ça va aller mieux, ou qu'il y a un ange qui veille sur toi, tant que ça dérange pas. Tu sais, moi, je veux dire, tant que t'embarques pas les autres avec toi, puis que tu te sers pas de ça pour faire souffrir les gens, les contrôler ou les escroquer. Tu sais, c'est un petit peu ça aussi. Le message, là. On veut pas s'immiscer dans la tête des gens puis dire faut qu'ils pensent comme ça, c'est ça la vérité, parce que là, on va travailler comme des gourous, là, tu sais. Je pense que travailler la pensée critique des gens,
c'est beaucoup plus large que ça. Moi, je le fais en santé publique, c'est de dire, assure-toi d'aller à plusieurs sources d'informations différentes, puis valides, puis et apprends à agir une réflexion à partir de toutes ces sources d'informations-là pour te créer, dans le fond, ce que toi, tu vas croire ou c'est quoi ton opinion sur telle ou telle chose. Donc, tu sais, si on veut travailler ça chez les gens, mais on peut pas dire non plus de notre façon, crois à rien parce que c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Fait que là, on n'est plus dans la pensée critique. Tu sais, c'est vrai qu'on sait pas tout, c'est vrai que, tu sais, fait que ça, c'est correct. Là, où on a des problèmes quand il y a de l'endoctrinement, puis là, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui a parlé, là, qui était dans le réseau de la santé des services sociaux. Je vais vous donner un exemple. Euh, Moi, ça me dérange pas là, s'il y a des collègues qui vont se faire tirer aux cartes, là. C'est pas grave, là, je vais pas y juger, tu sais. Mais quand tu travailles, par exemple, là, il faut que tu sois dans ta partie où c'était scientifique, tu sais. Puis moi, ça m'est arrivé à un moment donné où il y a une intervenante, tu sais, à l'accueil d'un CLSC carrément, qui a pas référé une jeune qui avait clairement un prodrome de psychose, qui n'a pas référé parce qu'elle elle confortait la mère en lui disant, mais c'est correct, il y en a des enfants qui entendent les morts, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, tu le sais que dans un prodrome de psychose, plus l'intervention se fait rapidement, moins la personne aura de séquelles ou de possibilité de développer, tu sais, un trouble psychotique. Puis quand tu penses que l'intervenante la renvoie chez eux en disant c'est le fun, elle a des pouvoirs, elle entend les morts, tu sais, là tu fais comme hey gars mon ami, tu peux croire tout ce que tu veux la fin de semaine, mais tu viens pas mettre le monde en danger à ton travail avec ça. Tu sais, c'est ça là, qu'il faut faire attention. Quand le système de pensée prend toute la place, par-dessus la science, puis les études universitaires, ou le poste que la personne occupe, là, c'est que tu mets d'autres personnes en danger aussi. Fait que, mais effectivement, ça, c'est bien documenté aussi. La croyance n'a pas, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il y a beaucoup de gens très intelligents, tu sais, avec des fonctions importantes qui croient à des affaires que d'autres personnes pourraient dire, ben voyons donc, incroyable qu'ils croient à ça, puis que parallèlement à ça, il y a un master, tu sais, en marketing ou en gestion, puis, mais non, tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Il peut être un grand scientifique puis avoir très peur de la mort puis trouver un réconfort là. Ça, c'est indépendant, effectivement. Bonsoir. Merci. Malheureusement, j'ai manqué une partie de votre conférence. J'ai Est oublié. enregistré. Non, non, mais là, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu live. J'ai plusieurs commentaires. Je ne sais pas si on a le temps. Je voulais juste dire, je me souviens, il y a Brigitte McCann qui était allée voir, qui avait infiltré, c'est une journaliste qui avait infiltré le mouvement raélien. Donc, elle avait été, moi j'avais lu ça, et puis il y avait un livre aussi. Et c'est combien Raël est difficile à saisir, parce que moi je le suis depuis plusieurs années, mais il évolue il change de nom. Tu sais, les Elohim, c'est plus là. Tu sais, il y avait Clonade. Alors, vraiment, tu sais, il y a certaines sectes qui n'évoluent pas. Tu sais, les témoins de Jéhovah, c'est la même histoire tout le temps, mais il y en a d'autres qui changent totalement. Il y avait aussi, moi, je voulais dire, la liberté de religion, là, c'est un euphémisme. Ça n'existe pas, la liberté de religion. On n'est pas libre de croire, tu peux pas. Parce que la liberté de religion, ça amène aussi la liberté d'endoctrinement. S'il y a des religions, ben, ça veut dire on a le droit de mettre le message, on a le droit d'envoyer le message. Donc, les gens ne sont pas libres et les gens sont faibles. Ils peuvent, en tout cas, ils peuvent avoir, les attaques, vous l'avez marqué, dans leur faiblesse, ils ont un paquet de faiblesses. Donc, c'est pour ça que je dis que la liberté de religion, ça s'oppose à la liberté de conscience. Donc, notre fameuse charte, là, c'est très difficile pour moi. Pour François, je suis intéressé par ton dossier de cours contre le mormonisme. Une première au Canada, tu dis. Alors, je suis intéressé à voir ça, parce que je ne sais pas si on peut se communiquer. Oui, Mac, absolument.
Absolument, je vais te laisser mon adresse courriel dans les commentaires. Parfait. Avant de poser, en fait, c'est une question, puis je ne sais pas si ça va être, s'il y a une réponse à ça, là, mais euh, bon, on a dit oui, croire, c'est reposant. OK? Ouais, nécessairement, parce que croire, c'est mettre son esprit en latence. Croire, ça veut dire, je ne vais pas réfléchir, parce que croire, c'est quoi? Moi, pour dire le verbe croire, là, moi, j'essaie de ne pas croire, de ne jamais croire en rien. Parce que croire, c'est quoi? Ça veut dire s'abandonner puis ne pas douter. C'est ça, croire. Si je commence à douter, ben, je commence à arrêter de croire. Donc, c'est pour ça que moi, je ne veux pas croire jamais. J'essaye, dans la mesure du possible, de toujours laisser ouvert à me défaire, désarçonner des fois parce qu'on m'apporte des choses différentes. Euh, fait que quand on dit, vous soutenez que l'intelligence, il y a des gens très intelligents, oui, parfait, mais s'ils croient quelque chose, à ce moment-là, ils ne se servent pas de leur intelligence. Tu ne peux pas être intelligent, te servir de ton intelligence, puis dire, ben, je crois ça, puis je ne le remets pas en cause. Je crois ça, puis quand bien même que, tu sais, c'est parce que croire, c'est subjectif. Il n'y a pas, croire, il n'y a pas d'élément tangible dans une croyance. OK? Ce n'est pas une hypothèse ou tout ça. Donc, quelqu'un d'intelligent, parfait, mais si tu crois à ça, tu ne te sers pas de ton intelligence. Euh, c'est ce que puis je comprends que la vie, hein, elle est dure. La réalité est dure. Quand j'ai décidé, pas quand j'ai décidé, mais quand je me suis dit, bon, ben, il n'y a peut-être pas d'au-delà, OK? Puis il y a une mort, puis c'est ça. Alors, hein, il a fallu que je change en tout cas, mes croyances. Bon, c'est ça. Moi, la question, là, puis je ne sais pas si on va trouver, là, mais c'est pas tellement une question, mais tu sais, vous vous attaquez aux croyances, parfait, c'est excellent, mais comment est-ce qu'on peut différencier une croyance d'une religion? Moi, je les mets toutes sur le même plan. Puis Diane l'a dit, là, les religions, c'est une secte qui a réussi. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être que dans un avenir, il y aura le réalisme, ça va être une religion aussi bien établie que le catholicisme, tu sais, ça va être la nouvelle religion, puis il y aura tout ça. Alors, je ne sais pas, c'est une question que je pose, allez-y. Ben, je Comment suis pas est-ce sûre qu'on de fait votre pour... question parce que je m'attaque, vous dites vous attaquez aux croyances, mais je m'attaque pas aux croyances, là. Je m'attaque à la manipulation des gens Désolé. basée sur une croyance, une dérive sectaire, c'est je vais utiliser pour appâter des gens, les escroquer, les soumettre, tu sais, fait que, tu sais, moi, c'est ça mon angle, là. C'est l'endoctrinement des gens puis les abus. Tu sais, fait que c'est pas la croyance comme telle, tu sais, que quelqu'un se dise, oh, moi j'ai un ange gardien qui veille sur moi puis que ça l'aide à passer ses journées. Je vais pas faire une conférence là-dessus parce que tous les êtres humains vont toujours avoir des formes de croyances, qu'ils en parlent ou non, peu importe l'âge qu'ils ont, les gens ont certains types de croyances différents d'une culture à l'autre ou tout ça, mais ça restera toujours. Le problème, il n'est pas là, il est plus dans l'utilisation par des personnes mal intentionnées de ces croyances-là. Et dans les religions, les personnes sont aussi mal intentionnées. Il y en a qui ne sont pas mal Tout à fait. intentionnées, mais il y en a qui sont mal intentionnées aussi. Et puis, bon, il y a un système qui s'érige. Dans le fond, le mal que ça fait, puis les abus que ça cause dans la population, ils sont similaires, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand on prend notre esprit critique, puis là, on dit l'Église catholique nous encourage à donner pour la famine dans le monde, puis que tu regardes les richesses du Vatican, tu te dis, ben, pourquoi qu'il nourrit pas toute l'Afrique, tu sais? Fait que c'est sûr que, tu sais, des incohérences, puis des... oui, oui, tout à fait, tout à fait, tu sais.
Ouais. Ben, Et alors, Marco, c'était mon intervention. Marco, je peux peut-être mettre mon petit grain de sel Ben aussi oui, comme là-dessus. théologien, oui. Au Pas, niveau, au niveau des croyances, c'est pas tout le temps, parce qu'une religion, c'est un système de croyances, mais une croyance seule, c'est pas nécessairement une religion. Si on prend par exemple dans le mouvement New Age, c'est un système de croyances à la carte. Tu prends une croyance ici et là, puis tu fais quasiment ta propre, bon, ton propre système de croyances. Alors ça peut être différent d'une religion dans ce sens-là, parce que c'est pas organisé en tant que tel. Après ça, au niveau de l'intelligence et de la croyance, ben, il y a bien des croyants qui ont des problèmes avec leur foi et ils travaillent justement pour améliorer leur foi dans leur religion. Alors, ils essayent de faire des rationalisations, si on veut, pour finir par croire ce que leur religion leur dit, même s'ils ont des doutes à un moment donné. Du Et puis d'un autre marchandage côté, avec eux autres mêmes, là. ouais. Puis d'un autre côté, regarde par exemple les théologiens. Les théologiens, ils ont quand même étudié longtemps. Ils ont quand même une certaine intelligence et ils développent toute une espèce de philosophie sur Dieu. C'est pas des gens qui laissent l'intelligence de côté, c'est juste qu'ils ont pris pour acquis que Dieu existe. Ils ont pris pour acquis que peut-être la Bible dit la vérité, puis après ça, ils ont développé le reste. Fait que leur intelligence est utilisée pour rationaliser leur religion encore là, puis développer une philosophie là-dessus. C'est pas, c'est juste qu'ils ont peut-être pas l'esprit critique qu'on a aujourd'hui, mais dans le temps aussi, pour, euh, pour la croyance en Dieu, par exemple, quand tout le monde autour de toi croit en Dieu, le remettre en question, ben, ça te prend un esprit critique très, très aiguisé, alors que si tu es dans une société où c'est que tu as 20% des gens qui croient pas en Dieu, 80% croient en Dieu, ben, le 20% va t'influencer un peu, puis il va t'amener peut-être à se poser des questions sur Dieu. Alors, il y a toutes ces choses-là qui peuvent jouer au niveau de la croyance. Lorsque j'étais jeune, je pensais que j'étais le seul. Tu sais, j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était un athée, ni rien de ça, mais maintenant, on sait qu'il y en a, on est plusieurs, là, c'est bien évidemment, mais effectivement, je ne sais pas si ça prend un esprit bon, différent, mais c'est un esprit plus, en tout cas, on est plus perspicace. Peut-être que c'est ça. Bon. Mais un théologien, qu'est-ce que tu veux, un théologien, il regarde, il lit, il interprète des textes anciens, hein, c'est ça, finalement. Est-ce que les textes, c'est suffisant pour justifier Dieu? Ben non. Tu sais, ça prend plus que des textes, ça prend des données empiriques là, qui n'existent pas. Il y avait, c'est Jean-Sébastien. Euh, J'aimerais ça que tu m'écriras le nom. Ekankar. Ouais, c'est ça. Ekankar. Ekankar. Je vais te le mettre dans. Je sais pas si le chat va être ouvert assez longtemps pour que je pitonne ça, là, mais Non, euh, mais là, tu me l'as rappelé, ça va être correct. Ekankar. Ouais. Ouais. Je vais aller faire un petit tour. Je connais pas assez ça. Ça ressemble beaucoup à une institutionnalisation du mouvement New Age. Oui, Je vais te oui, le ça dire, sonne là. comme ça. Oui, avec les niveaux de conscience. Ouais, je Euh, pense que c'est le nom du gourou. Il y avait un Harold Klemp à un moment donné, Harold. Je sais pas si c'est un Klemp. Puis à un moment donné, il y en avait un autre face que j'ai vu là, chez ma mère. Donc, il y avait un Harold Klemp, puis à un moment donné, il y en avait un autre, je pense. Fait que je sais pas si c'était le premier, le successeur ou quoi. Mais ça, je me rappelle de ce nom-là. OK. Et il y a la question, eux, c'est beaucoup l'importance des rêves. Ils pensent que la vie de tous les jours, Ah c'est pas ouais. important. Ce qui est important, c'est la nuit. La nuit, elle annote tous ses rêves. Elle se réveille le matin, elle se rappelle de ses rêves, elle repense à ses rêves. Elle pense que quand elle rêve, c'est des choses réelles qui se passent dans d'autres univers. Il y a des Oui, plans, oui, des c'est ça. voyages Il y a des mondes il parallèles. y a Ouais, des voyages dans des dimensions. Elle sort de son corps, elle s'en va dans l'espace, elle visite des. Fait qu'elle revient le matin, ben pas le matin, quand j'y parle, tu sais, si elle a rêvé à son père, elle a vu son père. J'ai jasé avec mon père, j'ai vu mon père. Mais non, mais tu as imaginé, c'est dans ton imagination. Non, non, elle, c'est tout arrivé, tout ça, là. Fait qu'elle pense que c'est tout vrai. Puis il y en a pas mal. Là, ils font des voyages, ils partent, ils vont à Minneapolis.
Santiago, puis il se promène. Elle prend bien gros l'avion. Mon père, il pensait que c'était arrangé avec des compagnies d'aviation, mais c'est évident. Mais je vais aller, c'est sûr, je vais aller checker ça En tout cas. plus en profondeur. Fait que merci beaucoup, tout le monde. Merci, Michel, pour l'invitation. C'est moi qui te remercie, puis je remercie tous les gens qui ont intervenu aussi pour la discussion. Alors, on va se dire à la prochaine.